L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Le XVIIIe siècle allemand, lui, va changer les choses aussi bien dans l'Empire d'Autriche que en Allemagne même. Dans l'Empire d'Autriche règne Marie-Thérèse d'Autriche, donc la mère de Marie-Antoinette, une grande impératrice qui voudrait bien voir les Juifs de son empire, Autriche, Bohême, Royaume de Hongrie, qui voudrait bien voir les Juifs vivre un peu mieux et s'intégrer davantage à la vie de la société autrichienne. Alors pour cela, il y a son chancelier qui s'appelle Kaunitz, qui décide que ça suffit de voir les Juifs s'appeler Isaac ben Abraham, ben Shlomo, etc., et qu'il faut leur donner des noms allemands avec un état civil. Donc les Juifs vont prendre des noms à consonance germanique, différents en fonction, ma foi, de la somme qu'ils voudront bien payer pour avoir un nom valorisant. Alors, ceux qui ont un peu d'argent, ils peuvent s'appeler Silberstein, la pierre d'argent. Ceux qui ont un peu plus peuvent s'appeler Goldstein, la pierre d'or. Ceux qui en ont davantage encore, ma foi, ils peuvent s'appeler Silberberg, la montagne d'argent. Puis alors les riches, eux, ils peuvent s'appeler Goldberg, la montagne d'or. Bon, ces noms sont choisis aussi en fonction du métier de la personne, de son activité. Ceux qui possèdent des vignes, ils s'appellent Weinberg, par exemple. Et on peut trouver comme ça l'origine de la plupart des noms des Juifs d'Europe de l'Est, d'abord dans l'Empire autrichien, et puis avec les voyages, les migrations, etc., les noms des Juifs polonais, puis russes, et puis d'Allemagne du Nord. La situation juridique des Juifs ne change pas, elle est toujours pénible en Autriche, on y reviendra, mais au moins, avec des noms de type allemand, l'intégration est un peu moins difficile, mais on reparlera de ça un peu plus tard. En Allemagne du Nord, la situation n'est pas la même. La Prusse est un État devenu important. Le margrave de Prusse est devenu un grand-duc et puis un roi. Et puis au milieu du XVIIIe siècle, le roi de Prusse s'appelle Frédéric II. Il a remarqué un juif particulier qui s'appelait Moïse Mendelssohn, donc le fils de Mendel. Et ce juif est très brillant, puisqu'il gagne des concours de philosophie, où il arrive souvent premier, il arrive premier à un concours en tout cas, où il bat un certain Emmanuel Kant, parce qu'il répond mieux à la question posée. Ce juif qui écrit des traités de philosophie de type classique et platonicien, notamment un traité qui s'appelle Phédon. Ce juif qui étonne la société berlinoise de la moitié du XVIIIe siècle, notamment le dramaturge Lessing, qui est un grand écrivain allemand, qui écrit en pensant à lui, parce qu'il le connaît, une pièce qui s'appelle Nathan le Sage, qui montre un juif très pondéré, sage, au moins aussi sage que les chrétiens qui l'entourent et bien davantage, et qui donc est un portrait favorable non seulement de Mendelssohn, mais le portrait de juifs capables d'être des Allemands et de valoir les Allemands et de n'être plus ces miséreux et ces pouilleux que la société chrétienne se plaît à décrire. Mendelssohn est quelqu'un qui, à la fois, s'intègre à la société allemande, dialogue avec Frédéric II, devient ce qu'on appelle un Schutzjude, un juif protégé,
donc avec des facilités que n'ont pas les autres juifs, mais qui continue à être néanmoins profondément juif, puisqu'il traduit la Bible en allemand. Alors ça ne plaît pas à beaucoup de juifs, c'est sûr, parce que c'est un texte sacré en hébreu ou en araméen pour partie d'ailleurs, qui doit rester en hébreu et en araméen, mais qui permet à la fois aux juifs et aux Allemands de mieux comprendre de quoi ils retournent. Luther avait traduit la Bible en allemand. Le travail de Mendelssohn ne pourra pas être mené complètement à son terme, mais il traduira toute la Torah et le Cantique des Cantiques en un allemand moderne du XVIIIe siècle et non pas du XVIe siècle comme l'avait fait Luther. Il écrit également des textes comme le Biur de philosophie juive. Il écrit un texte appelé Jérusalem où il montre ce que doit être le judaïsme et la pensée juive de son temps. Et donc, il entraîne ce qu'on appelle la Haskalah, les Lumières, qui correspondent à ce que l'Allemagne connaît à la fin du XVIIIe siècle, l'Aufklärung, les Lumières, ou la lumière en Allemagne, l'éclairement, si l'on peut dire, qui est une ouverture au monde et une façon de sortir du classicisme allemand pour aller vers le romantisme et le monde moderne. Et Mendelssohn va dans ce sens avec un pied dans le judaïsme que ses successeurs continueront à avoir en écrivant en hébreu, en créant un journal hébraïque, Measef, le messager, et puis un pied dans la culture allemande. Cela va faciliter l'intégration des juifs dans la société allemande, notamment dans les très grandes villes, à Berlin, où on va voir des juifs qui vont devenir, au moins en apparence, par la langue, par la culture, par le vêtement, des Allemands comme les autres, même s'ils n'ont pas encore les mêmes droits que les autres, ils s'en font beaucoup, mais ça va aussi amener certains juifs, pour obtenir l'intégration totale, à se convertir au protestantisme, au luthéranisme. Ça va être le cas des enfants même de Mendelssohn, sa fille Fanny, et puis son fils, son fils qui aura à son tour des enfants, dont un certain Felix Mendelssohn, le musicien au XIXe siècle, qui sera un protestant, mais d'origine juive. Donc il y a là une ambiguïté dans toute l'œuvre considérable de Moshe Mendelssohn, et cela va à la fois faciliter l'intégration des juifs allemands en Prusse et dans toute l'Allemagne du Nord, mais en même temps connaître des facteurs d'intégration conduisant à la disparition pure et simple de ces juifs pour le judaïsme. Et donc quelque chose sans doute d'excessif pour beaucoup de juifs. Et c'est entre ces deux pôles que le judaïsme allemand va essayer de se développer à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.